Michel Houellebecq. Bonsoir. Nous sommes dans une chambre d'hôtel à Paris, où vous êtes de passage. Votre chien Clément est à mes pieds. Vous avez remarqué, il est allongé sur mes chaussures. Vous n'êtes pas trop jaloux? Un peu. Un peu. Mais je me domine. Oui. Je suis heureuse de vous retrouver. J'ai fait partie des personnes qui vous avez découvert quand vous aviez publié Extension dans le domaine de la lutte. En fait, vous aviez publié auparavant votre livre sur Lovecraft. Et des poésies, quelques poésies. Et quelques poésies que j'ai relues pour cette émission de Permis de penser. Je vous avouerai que j'ai été saisie par le rythme, la cadence, l'économie d'écriture, l'intensité, la décharge électrique que peuvent procurer certains de vos poèmes, et que j'aimerais bien, si vous en acceptez l'idée, qu'on commence par parler de poésie. Je voudrais dire un texte très court qui fait partie donc de ce recueil de poésie qui s'intitule Midi, qui résume, je trouve, pas mal de choses à l'intérieur de votre œuvre. La vie s'écoule à petits coups, les humains sous leur parapluie cherchent une porte de sortie, entre la panique et l'ennui, entre parenthèses mégots écrasés dans la boue, existence à basse altitude, mouvement petit d'un bulldozer, j'ai vécu un bref interlude dans le café soudain désert. Ça date de votre jeunesse. Oui, mais je pense que je finirai sûrement par la poésie, hein, si je finis quelque chose, enfin si je finis de moi-même, quoi. Enfin, si je meurs pas bêtement, je pense que je finirai par la poésie. Là, ce que j'ai fait d'encore plus récent que mon livre, le dernier, c'est ce qui est marqué au dos, c'est le site internet. J'ai fait un site internet. Et ma première pensée, ça a été de mettre des poèmes. Enfin, d'en mettre des inédits déjà, et puis d'enregistrer certains publiés, de les lire moi-même et de les donner à télécharger, quoi. Donc en fait, je resterai attaché à la poésie plus qu'à n'importe quoi, jusqu'au bout, je pense. En poésie, il m'arrive d'être paisible ou heureux. Le domaine qui me paraît quand même quasiment inaccessible à la prose romanesque, en fait. L'exaltation, le bonheur ou la paix sont pas des... Et le roman ne peut pas fonctionner sans drame, quoi. C'est une question que je me suis... En fait, mon idéal serait d'écrire un long poème idyllique. Bon, j'ai essayé de lire par exemple Paul et Virginie, mais quand même je n'aime pas énormément. C'est pas si mal, hein, compte tenu de la difficulté d'exercice, mais c'est beaucoup moins convaincant que Dante, qui lui a choisi la forme poétique, quoi. Donc il y a quelque chose qui... Oui, on n'y arrive pas. Le bonheur reste quand même un domaine quasiment inexploré par la littérature. Pas par la peinture, hein. La peinture, la félicité, l'extase religieuse, enfin le paradis, les peintures de paradis sont très convaincantes. Et il y a quelque chose dans le mot qui ne va pas, et pourtant la poésie y arrive. C'est pour moi c'est une des choses les plus mystérieuses concernant la poésie, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à peindre la félicité avec des mots qui sont faits pour autre chose que peindre la félicité, quoi. Pourtant on y arrive. Alors vous le savez, à Permis de penser, on utilise des photos.
on a essayé avec Martine Saada de trouver des photographies qui peuvent peut-être évoquer quelque chose pour vous. On s'est peut-être trompé, on va voir. La première que j'ai déjà vue, non. Oui, vous l'avez déjà vue, hélas. On voulait vous faire la surprise. Je ne vous le présente pas, ce monsieur. Vous en parlez beaucoup dans votre travail. Et là, c'est un souvenir... Parce qu'en fait, ma femme m'avait acheté cette photo. Et après les particules élémentaires. C'était pas très très bon marché. Hein. Je me souviens que Bernard Lamache-Vaudel l'avait aidé à négocier le prix. Et malheureusement, elle a été volée au cours d'un déménagement en Irlande. Mais c'est la plus belle, oui, à mon avis. C'est enfin une des 2 ou 3 plus belles. Très très belle photo du... Moi j'ai eu un vrai coup. J'ai eu un vrai coup cette... Parce qu'en fait, là, j'ai dépassé depuis peu l'âge qu'avait Baudelaire au moment de sa mort. Et j'ai dépassé à peu près... Parce qu'ils sont morts à peu près à la même époque, Baudelaire et Lovecraft. Au même âge, je veux dire, Baudelaire et Lovecraft. L'un 46 ans et 4 mois, l'autre 46 ans et 7 mois. Et donc depuis longtemps, je savais que ce serait un moment décisif de ma vie, quoi. Mais Baudelaire, là aussi, quand... Finalement, là, j'ai mis un poème de Baudelaire dans La possibilité du Nil. J'en avais déjà mis un dans les particules élémentaires. Pour moi, c'est ce que je fais de plus gonflé quand je mets un extrait de poème de Baudelaire. C'est-à-dire que je me sens à la hauteur, quoi. Mais... Qui vous a appris à lire? Je vais pleurer si je le regarde trop. Ben vous pourrez, je vous le donne, puisqu'on vous l'a volé. Merci. Non, Baudelaire, Baudelaire, c'est vraiment... c'est pas l'école, en l'occurrence. Je crois que j'ai trouvé le livre chez mon cousin, qui était plus vieux que moi. Il devait avoir 13 ans. Et donc, non, je peux dire merci au livre de poche, dans le cas de Baudelaire, qui fait que toute cette culture est accessible pour un prix modéré à quelqu'un de curieux, quoi. Pour d'autres auteurs, c'est l'école. Hein. Mais oui, je vois le suivant. Déjà, pour le suivant... Vous voyez le suivant. Pour le suivant, pas. Pour le suivant, c'est l'école. Regardez votre chien. Oui, d'accord. Voilà. Le suivant. Écoutez, c'était difficile de ne pas le choisir. Oui, c'est difficile, oui. On n'a pas été très maline, hein, puisque le suivant, il est en exergue de plateforme, avec une phrase d'ailleurs assez stupéfiante. Ah oui. Je trouve, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît de Honoré de Balzac. Ouais. Je cite donc la citation qui est en exergue de plateforme. « Plus sa vie est infâme, plus l'homme y tient. Elle est alors une protestation, une vengeance de tous les instants. » Vous ne mettez pas d'où c'est tiré d'ailleurs. Ça doit être Splendeur et misère des courtisanes. Ouais. Ben ça, c'est une phrase, quand je suis tombé dessus, ça m'a fait un choc. Parce que mon grand choc, le grand choc romanesque de mon adolescence, en réalité, ça a été Dostoïevski. Et donc pendant... Quel Dostoïevski? J'ai tout lu très vite, hein, dès que j'ai commencé à rentrer dedans. Le premier, ça devait être Crime et Châtiment, grâce à l'école en l'occurrence. C'était en première. Donc j'ai tout dévoré. Et pendant très longtemps, je suis resté dans l'idée, bon, il y a Balzac et il y a Dostoïevski, quoi. Et Dostoïevski a exploré des zones que Balzac n'a pas explorées. Ce qui est en gros vrai. Mais cette phrase qui pourrait être tirée du Dostoïevski le plus sombre
vous révèle d'un seul coup que s'il avait eu le temps, Balzac aurait peut-être déjà tout fait, quoi. Il n'y aurait plus aucun roman à écrire après. C'est monstrueux, Balzac. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même rapport qu'avec Baudelaire, parce que... Bon, d'abord Baudelaire, je me sens tellement proche de lui, personnellement, enfin, psychologiquement. Comme tous les vieux adolescents. Oui, que je peux même pas vraiment dire que c'est une admiration sans... Enfin, c'est pas une admiration de loin, quoi. Indépendamment même du fait que je réussisse aussi bien que lui certains trucs ou pas, c'est pas la question, mais c'est un rapport fraternel, quoi. C'est un frère d'armes. Oui. Balzac, ça m'écrase de temps en temps, de penser à lui. En même temps, ce qu'il y a de bien chez lui, c'est que de temps en temps, il fait n'importe quoi, et donc c'est rassurant, quoi. C'est écrasant par l'ampleur de ce qu'il a brassé, mais c'est pas intimidant par la réussite dans le détail. Mais bon, je serai jamais un aussi bon romancier que Balzac, quoi. Mais personne ne le sera, hein, je veux dire. Enfin, ça me paraît... Je peux pas... Et c'est bizarre parce que c'est deux cas de réussite extrême et qui pourtant ne tuent pas. Ne tuent pas les écrivains qui suivent. Enfin, énormément. Bon, toute la deuxième moitié du XIXe siècle français avait lu Baudelaire, quoi. On est complètement imprégné et il y a parmi tout ça des réussites exceptionnelles. Enfin, c'est une des périodes la plus brillante de la poésie en France. Balzac, il a engendré énormément, enfin, même après lui. Ce qui est, par exemple, c'est très différent du cas de Proust. Proust, il referme la porte derrière lui, quoi. On peut pas... C'est un sommet, mais un sommet qui restera isolé. C'est pas une nouvelle voie. Et donc ce sont deux... Ah oui, ce sont vraiment deux génies généreux. Balzac et Baudelaire. Alors là, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous êtes tombé dessus. Je pense que vous êtes tombé dessus extrêmement jeune. Oui, ben là, alors là, c'est une lecture L'adolescence? Oui, hors tout... Hors école, ça. Hors On ne vous école, a sûrement pas enseigné Lovecraft à l'école. Non, c'était un... Je ne sais pas ce qu'il en est... C'était un vrai succès chez les jeunes. Quand j'étais jeune moi-même, Lovecraft. Bon, j'ai mis du temps à comprendre en quoi Lovecraft me l'a influencé, parce que je voyais vraiment pas le rapport avec ce que je fais. Et finalement, c'est une chose assez... Mais qu'il y a une vraie innovation chez Lovecraft, c'est son mélange de matériaux et de niveaux de langue hétérogènes les uns aux autres. Sa manière de juxtaposer le témoignage d'un marin qui s'exprime à peine en anglais, avec un article de journal, avec le compte-rendu d'un scientifique ou de plusieurs scientifiques sur le même événement. Et en fait, il m'arrive assez souvent dans mes romans de mimer des discours comme ça, de mimer un discours sociologique, par exemple, de mimer le discours d'un biologiste, enfin, de varier les registres de narration, quoi. Et bon, Lovecraft était le premier absolument à le faire dans le genre qu'il avait choisi, c'est ça qui a tellement frappé, et peut-être même un des premiers à le faire en général dans la littérature, hein. Enfin, en tout cas, le premier parmi les auteurs que j'ai lus. N'avez-vous pas gardé de lui aussi, non pas une technique, mais un mode d'appréhension de votre imaginaire, puisque vous dites que vous écrivez, en tout cas votre dernier livre, La possibilité d'une île,
a été écrit au milieu de la nuit. C'était dans un état entre rêve, sommeil et effacement du réel. Oui, oui. Enfin, il va beaucoup plus loin que moi dans ce domaine. C'est-à-dire que lui était peut-être plus courageux que moi, donc il notait carrément tout en détail, ses rêves. Parce que, en fait, j'ai pas vraiment le courage de le faire, quoi. Ça me fatigue un peu de noter en même temps. Je prépare quand même du café avant. Donc il en reste un peu moins que chez lui. Mais effectivement, il me faut cet état de conscience, pas totalement semi-conscience, quoi. Où le rêve a quand même encore une présence. Mais lui, c'est presque... en fait, c'est pas... Oui, c'est presque de l'écriture en état de somnambulisme, d'automatisme, hein, par moment. On le voit bien dans les multiples papiers restés, parce que lui, il a laissé beaucoup de papiers en dehors de ses livres. Il est mort encore plus jeune que Baudelaire et Balzac. Hein. Non, c'est Baudelaire qui est mort le plus jeune. Ah bon? De 2 mois. Lovecraft... non, mais je connais bien. Donc vous connaissez la date de la mort de tous les écrivains que vous aimez. Ça vous inquiète, ça vous obsède, ça vous... Non mais ça va, je me suis calmé depuis que j'ai eu 47 ans, donc j'ai dépassé... Ah, vous avez quel âge? Parce que vous avez vu, il y a d'innombrables bouquins qui sortent sur vous. En fait, c'est une histoire vachement compliquée, mais c'est expliqué dans mon site internet. Ah bon? Oui. Ouais, mais j'ai pas internet, moi. Oui, si, vous avez internet. Donc vous pouvez me... Non, j'ai pas internet. Oui, mais je peux faire de la pub. Non, je veux faire de la Donc pub. vous avez 47 ans, vous avez 49 ans? 47. 47. Mais moi, je veux faire de la pub pour mon site internet parce que je suis très fier de... Ah bon, bah... Déjà d'avoir réussi à le faire, techniquement. Ouais, et vous m'apprendrez. Si vous avez un Macintosh, je veux bien, oui. Et en plus, c'est une nouvelle... pour me reposer de ce livre, là, j'ai fait un nouveau truc. Je fais une espèce d'autobiographie journal. Un blog? Vous êtes très à la mode. Non, pas un blog. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'est un blog, remarquez. Je dis non parce que j'ai l'impression que les blogs, c'est des commentaires d'état de l'actualité ou des trucs comme ça. Bon, on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Ou alors je fais un blog, alors. Mais je m'impose... Vous êtes comme tout le monde, vous me décevez. Bah non, mais... Oui, d'accord, mais enfin, pour moi, c'est une nouveauté d'être comme tout le monde. Donc je m'impose de le publier aussitôt. Je le revois pas, quoi. Je le corrige pas éternellement. Paf, je le mets aussitôt sur le site. Vous êtes raciste, Michel Houellebecq? Oh non. La question de la race vous intéresse. Vous en parlez, vous écrivez dessus. Il y a d'ailleurs un moment dans La possibilité d'une île où vous dites, ça m'a vachement choqué. Je sais pas pourquoi vous le dites d'ailleurs. Vous parlez des chattes musulmanes. Pourquoi? Je me souviens plus du passage. Ah si, je vais vous le retrouver. Attendez, retrouvez-moi ça. Chatte musulmane. Je me souviens plus. Quelle est la phrase? Je vais vous le retrouver. Non, Leila... Non, je dirais que c'est quand même vachement... Enfin, j'ai l'impression de m'occuper de problèmes beaucoup plus graves. Non, mais c'est très grave, le racisme. Non. Non, mais alors, je repose ma question. C'est vrai que... C'est-à-dire que là, je m'occupe carrément du devenir biologique de l'humanité. Oui. Donc oui, mais ça passe par les problèmes de race, les problèmes de... Ah bah non. Si. Ah bah non. Non, c'est là Je repose ma question. Là, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre mes humains et mes néo-humains, donc des vraies différences. Oui, oui, mais n'esquivez pas la question. Pas des détails comme la couleur de la peau. Non, ça, c'est un... C'est de la provoque. Est-ce que c'est de la provocation? Non, le truc profond, c'est que je pense qu'il ne faut pas exclure des modifications physiques de la race humaine.
et que ça peut être une bonne chose. Par contre, les races, enfin, je veux dire, ça, qu'est-ce qu'on a à foutre? Je veux dire, d'avoir une peau blanche ou noire, ou... Enfin, c'est vraiment un détail par rapport au sujet que j'aborde, du genre, est-ce qu'on doit ou non devenir immortel? Est-ce qu'on doit ou non avoir des capacités de photosynthèse, comme les plantes? Et est-ce qu'on doit avoir 2, 1, 3, 4 sexes différents? Ça, c'est des vraies questions. Mais oui, ce qui est fastidieux dans le cas du racisme, c'est que si vous voulez, l'idée... les différences entre races sont un facteur important. Intuitivement, en fait, on se rend bien compte qu'elle est fausse, quoi. C'est-à-dire que les différences entre individus sont largement plus signifiantes. Et le problème, c'est que la science, c'est un truc long, et que, par exemple, ce fait que les différences génétiques entre individus sont beaucoup plus considérables que les différences entre races qui portent vraiment que sur des points mineurs, eh ben, on le sait que depuis 2 ans, depuis la cartographie du génome humain. Alors qu'intuitivement, on le sent bien, qu'on s'en rend bien compte. Enfin, il suffit d'avoir fréquenté des individus. Donc, comment dire, la certitude rationnelle est un truc qui, dans ce domaine, a traîné, quoi. A beaucoup traîné. A traîné, bon, plus de 100 ans, quoi, disons, entre Darwin et il y a quelques années. Mais la certitude rationnelle, c'est une de mes convictions, hein, triomphe toujours. La vérité s'impose. J'ai pas vocation à dire la vérité moi-même, quoi. C'est pas mon... L'humanité a mis au point des procédures pour arriver à une certitude rationnelle qui sont la preuve mathématique et la démarche expérimentale pour les sciences. Je m'y soumets librement et bon, parfois sans enthousiasme, parce que la certitude est parfois désespérante. C'était bien Dieu, quoi, dans un sens. C'était pas mal. Ça avait un côté sympa de savoir qu'une créature pleine d'amour nous avait créés pour que nous soyons heureux, c'est-à-dire qu'il y avait des ratés, mais que c'était temporaire, ça allait s'arranger dès qu'on serait mort. C'est quand même un univers chaud, doux. C'est dommage, c'est triste. C'est triste le livre de Monod Jacob, là. Oui, il est vraiment triste, ils sont vraiment tristes quand ils disent ben oui. C'est aussi triste que Pascal, ce livre. Le silence éternel, oui. Hein, c'est seul, là, dans un univers qui s'en fout de nous. Mais je me soumets, enfin, je veux dire, Dans le dernier livre, La possibilité d'une île, le personnage habite dans un endroit protégé, encerclé, emmuré, où il va plus essayer de sauver un lapin ou un chien qu'un être humain, par exemple. Oui, mais c'est vrai que moi-même, je me suis... Il faut bien reconnaître que j'ai pris mes distances par rapport à l'humanité ces dernières années, oui. Aussi dur que ça puisse paraître. Je peux comprendre qu'on ait plus envie de sauver un chien qu'un homme, oui. Tiens, ben justement, ça lui plaît pas, lui, hein. Comment ? Bah, voyez, il réagit brutalement à vos propos. Oui, mais le chien... Il préférerait que vous aimiez mieux les personnes oui, mais que lui-même. Le chien est pro-humain, c'est ça qui est étrange.
Ouais. Ben, vous voyez, hein, il est vraiment pas content. Il a raison d'ailleurs. Mais de toutes les façons, il y a un côté chez vous, Michel Houellebecq, un peu provocateur. C'est-à-dire que vous dites des choses... Oui, ça serait bien, mais là, malheureusement, c'est un peu vrai. Que vous êtes un peu retiré. Oui. Donc, les chiens aiment bien les hommes, c'est pour ça qu'ils font du bien, d'ailleurs. On mérite pas. Oui, mais vous aimez bien les hommes aussi. Écoutez, peut-être pas suffisamment. Vous en foutez. Non, c'est pas ça. Mon amour pour l'humanité a des éclipses. Oui. De temps en temps, effectivement, je m'en fous. Et puis, bon, ceci dit, il n'a écrit nulle part que l'humanité est le dernier stade. Hein. Après tout... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On va tous disparaître? Bah, il peut y avoir autre chose. Je veux dire, ce qu'on a de plus précieux, c'est pas nos gènes. C'est quoi? Notre âme? Vous acceptez ce non, mot? pas notre âme. On va dire un mot moins lourd, du genre esprit. Bon, là, mais c'est assez récent de ma part, ce genre de considération. Par contre, c'était très présent dans la littérature de science-fiction que je lisais quand j'étais adolescent. Ce genre de problème moral, du genre faut-il sauver l'humanité ou sauver ses valeurs. Il y a un passage dans Demain les chiens d'ailleurs, où il apparaît que l'humanité va disparaître, sauf si on tue une personne. Bien déterminée, précise, celle-là. Mais en même temps, ça fait des centaines d'années que l'humanité a réussi à abolir le meurtre comme moyen de résolution des problèmes. Donc, que faut-il faire? Donc, ce genre de questions, un peu de conte philosophique, en fait, hein, il y a un peu de ça dans la science-fiction, était très, très courant. Ça m'est revenu récemment, ce genre d'interrogation. Dans La possibilité d'une île, qui est un livre à la fois exaltant, bandant, méchant, choquant, il y a une phrase qui dit « Je participe de la déliaison ». Oui. Qu'entendez-vous par là? J'accomplis le retour au calme. Eh bien, c'est une... Il est dans une situation où les rapports humains, les rapports sociaux ont pris un tour purement intellectuel, en fait. Jamais émotif. C'est dans ce sens-là qu'une déliaison s'est produite. Et il considère ça comme une évolution positive. Bon, c'est une déliaison générale, hein. C'est quand même très très inspiré par le bouddhisme, tout ça. Le non-attachement. Ne s'attacher à rien ni à personne, c'est-à-dire ni à soi, ni aux autres. Être calme. Et c'est une voie dure, et est-ce que cette voie rend heureux? Elle donne la paix, oui. Est-ce qu'elle donne le bonheur? Donc dans ce livre, il apparaît que non. Que cette existence détachée finit par aboutir à une apathie terrible. Une apathie qui est normale. Il s'agit d'éradiquer le désir. Oui, mais du désir, il y en a quand même beaucoup dans votre livre. Et il y a une très belle histoire d'amour où, enfin, ce que l'écrivain Michel Houellebecq tente d'ailleurs dans tous ses bouquins, c'est la rencontre avec l'autre, dans le respect de l'autre et dans la fusion. Et là, on revient peut-être à cette reliaison, parce qu'il y a les deux strates sans arrêt à chaque fois dans vos livres.
et particulièrement dans la possibilité du Nil, il y a à la fois cette espèce de désir éperdu en tant qu'écrivain de dire ce que peut être l'amour, et qu'il existe encore cet amour-là. C'est peut-être l'amour des mots, d'ailleurs, seulement, par des personnages que vous décrivez, et puis aussi ce désespoir qui fait qu'à chaque fois que ça peut arriver, ben, ça va pas continuer, quoi. Ben, à vrai dire, je suis tenté de vous poser une question. À votre avis, cette histoire entre Daniel et Isabelle, ça rate par la faute de qui? Pas par la faute du narrateur. C'est elle qui s'en va. Oui, bizarrement. Hein. C'est elle qui s'en va. Bizarrement, elle part d'elle-même. C'est un drôle de personnage, je trouve. Enfin, je la sens vraie, mais je trouve ça... Ça existe, hein, des gens qui, voyant le malheur arriver, le précipitent d'eux-mêmes avant qu'il n'ait lieu. C'est curieux. C'est la première fois que je décris vraiment ça, mais je sais que ça existe. Je ne l'ai pas vraiment rencontré. J'ai senti que ça pouvait exister chez certaines personnes. Et au fond, elle a tort de partir. Oui, parce que le narrateur l'aime. Ben oui. Mais ce qui est extraordinaire, et là-dessus, vous êtes très fort, mais dans les particules élémentaires, dans plein de formes, et je reviens aussi à la poésie, parce que tout ça forme, à mes yeux, un seul corpus d'imaginaire, c'est que vous décrivez admirablement des êtres humains, des individus, qui appartiennent encore à l'humanité, et certains d'entre eux se débranchent. Ils se débranchent du réel, mais ils se débranchent du désir, de leur propre désir. Ils n'ont plus de désir. Et Isabelle, c'est ça qui lui arrive. Oui, et puis Enfin, il y a peut-être le fait d'avoir été très belle aussi, enfin, mais bon, mais une femme... quand même, la plupart des femmes acceptent quoi, le vieillissement, vous voulez dire ? Cette décrépitude. Enfin, je veux dire, c'est un truc que les... Pourquoi ils réagissent si mal à ça, c'est ça le mystère, en fait. Oui. Bon, avec toute une société, ceci dit. Hein. Mais là, quand même, c'est un peu extrême. Que aussi, ça vous obsède, hein, le vieillissement. Oh, oui, mais là aussi, bon, je sais pas... ça obsède tout le monde. Hein. Ça, c'est la partie... je suis un sismographe, là. On peut lire aussi un livre comme Le témoignage sur l'état d'une société, où là, la personnalité de l'auteur n'est pas ce qui compte le plus, mais juste sa sensitivité à tout le buzz du monde, enfin. Alors, comme dans tous vos textes, ou dans de nombreux de vos textes, vous citez Schopenhauer, et dans La possibilité du Nil, vous le citez encore. Vous parliez de tristesse. Cette tristesse habite le personnage principal de La possibilité du Nil. Est-ce de la tristesse, ou plutôt est-ce de la mélancolie devant la certitude d'ouvrir les yeux face à ce réel qui nous environne ? Mais c'est... Bon, Schopenhauer, c'est quand même ma grosse lecture philosophique. Lui aussi, hein, c'est un petit peu... J'ai regardé son regard, parce qu'il a un regard... Il a un regard qui est quand même... Oui, alors là, c'est un regard... C'est un laser porté sur l'humanité, vraiment... Il y a un côté impitoyable dans son regard. Oui. Et ce qui fait que... ça a été une de mes... Ça reste une de mes grandes lectures, hein, Schopenhauer. Enfin,
disons que son influence sur moi est tellement énorme que j'ai eu une sensation d'enthousiasme en lisant Le Monde comme volonté de confrontation. Une sensation de comprendre ce qu'était le monde, enfin la sensation que devrait procurer un philosophe. Quoi. Mes yeux s'ouvraient sur le monde, enfin je voyais comment le monde était. Et son intuition fondamentale, le monde comme volonté, comme représentation, reste un des intuitions les plus brillantes qu'on ait jamais eues sur le monde. Alors c'est vrai que je parsème de citations de Schopenhauer. Ma préférée, mais ça c'est peut-être plutôt littéraire que strictement philosophique, c'est « Le monde n'est pas un panorama », que je trouve extraordinaire, parce qu'elle vient après un paragraphe où il dit « Certes, le monde est magnifique, c'est une chose très belle de le voir, mais y vivre, c'est quand même autre chose », et il termine par « Das Welt ist kein Panorama ». Et vous pensez que le monde est encore beau? Bien sûr. Bien sûr, mais ça ne suffit pas à me consoler du fait qu'il soit dur. La course d'un prédateur atteignant sa proie est un spectacle magnifique. Toutes ces choses qu'on peut voir dans les émissions du National Geographic, la Channel, l'aube, le soir tombant sur la jungle, c'est un beau spectacle. Mais le fond est terrible. Et donc non, la beauté du monde ne peut pas suffire. Elle peut suffire probablement à quelqu'un qui n'en fait absolument pas partie. Un bouddhiste ayant atteint la délivrance. Ou des choses comme ça. Enfin, des gens comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit choses, c'est péniblement significatif d'ailleurs. Peut-être que... Mais moi, ça ne me suffit pas. Ça peut me suffire quelques minutes. Quelques minutes de contemplation pure, désintéressée, où je suis comme si je ne faisais pas partie du monde. Bon, ça peut suffire pour écrire un poème, hein, ceci dit. Ça peut être un état qui se prolonge suffisamment pour mener un poème à bien. Sûrement pas un livre de plus grande dimension, non. Votre personnage, dans La possibilité d'une île, il a quand même quelques occupations, un peu beaufs d'ailleurs. Oui. Il s'achète des grosses bagnoles, il va faire de l'autoroute, il s'arrête dans des relais où il trouve des filles qui sont à vendre. Oui, bon, à louer. Hein. Alors je vous ai choisi une petite photo d'un monsieur que vous ne devez pas beaucoup aimer, en tout cas si j'en crois vos écrits, parce que qu'est-ce que vous assénez aux psychanalystes et à toutes celles et ceux qui sont épris de psychanalyse? Pourquoi cette haine de la psychanalyse? Oh, non, c'est pas... Non, là, le mot de mépris est nettement plus caractérisé que... correspond nettement mieux que haine. Bah, je sais pas, c'est... quelqu'un qui théorise sans base et un charlatan. Point barre. Vous dites ça tranquillement. Oh, bah oui. Jacques Lacan, charlatan. Charlatan total. Jacques Lacan, le rapport sexuel n'existe pas, pourtant c'est pas mal pour oui, définir... non, mais il peut y avoir des phrases heureuses, mais bon, n'empêche qu'un charlatan reste un charlatan. Donc comment se lancer dans des théories quand on ne sait rien est un acte de charlatanisme. Et pourquoi vous êtes... Je suis un peu dur, parce que, si vous voulez, il y a suffisamment de problèmes de connaissances réelles, épistémologiques, pour pas perdre du temps avec des charlataneries. La science
fait bon ménage avec la psychanalyse, Non. vous le savez. Ben non, la psychanalyse disparaît quand la science apparaît. Non, il y a des psychanalytiques qui Ben évidemment, les gens cherchent. travaillent avec des scientifiques. Ben, ils Et la cherchaient. psychanalyse peut peut-être permettre à des gens qui vont pas bien d'éviter des traitements de camisole chimique. Oui, mais aller voir un prêtre aussi, parler à quelqu'un aussi. Le fait que parler puisse être utile, c'est pas franchement un scoop. Évidemment, vous parlez très peu, alors vous avez trouvé la solution. Mais non, c'est bien, ça peut être bien de parler, mais c'est pas. Bon, c'est pas. Oui, pourquoi. Mais enfin, on parlait avant la psychanalyse, quoi. On parlait de ces problèmes avant la psychanalyse. Oui, mais on rêve plus de la même façon depuis Sigmund Freud. Aussi, pareil. On peut interpréter différemment. Oui, mais enfin, déjà commencer à interpréter ses rêves. Bon, au moins, quand on interprétait les rêves comme des messagers du destin, savoir dois-je livrer bataille demain, j'ai vu un corbeau noir ou pas, ça avait un petit côté fun. Avec la psychanalyse, ça a perdu en fun, sans gagner en sérieux, en fait. Alors Daniel, de la possibilité d'une île, il essaye et il réussit. D'ailleurs, on lui propose, il est plutôt courtisé pour rentrer dans une secte. Alors, je vous ai sorti la photo du monsieur qui dirige cette secte. Des photos, d'ailleurs, de vous ont circulé en compagnie de ce monsieur. Pourquoi avez-vous besoin, pour vous documenter, pour comprendre, de rentrer dans une secte pour pouvoir la décrire? Parce que le dernier tiers de votre bouquin est consacré... Disons... Vous y croyez à tout ça? À ce monsieur, à ce qu'il raconte? Bon, en pratique, je me suis aperçu que la secte raélienne était vraiment inoffensive, en fait. Peut-être pas pour tout le monde, pour vous, parce que vous y alliez en tant qu'écrivain, voulant comprendre les mécanismes. Non, vraiment inoffensive dans le sens où les sectes sont en général attaquées. C'est-à-dire qu'on peut, si on y va, on va pas se faire dépouiller de tout son argent, on va pas être incité à un suicide collectif, rien de tout ça ne se produira, quoi. Il y en a d'autres où ça se passe. Ah, ça, sans aucun doute. Mais la secte raélienne, c'est quand même la secte Oui. qui, il y a 2 ans, a annoncé des choses qui étaient fausses. Oui, alors... bon, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Raël a dit, oh, ben moi, j'en sais rien, faut demander à Madame Boisselier, je m'occupe pas des détails techniques. Si elle a réussi, c'est magnifique. Si elle a raté, c'est magnifique aussi, parce que ça nous fait vachement de pub. Donc lui, il est très cool sur ce thème, bizarrement. Et il est tellement cool qu'en fait, j'ai été obligé de tout modifier, quoi. Parce que dans mon livre, ils réussissent effectivement. Il me faut une secte quand même un peu... bon, déjà un petit peu un petit peu plus sectaire que la secte raélienne l'est en réalité, quoi. Et avec des moyens techniques un peu plus opérationnels, intégrés, pour que juste l'histoire de mon livre puisse avoir lieu. Bon, j'ai fait un petit casting de secte avant. Hein. Il y en a qui n'ont pas été retenus. Ah, vous avez été dans plusieurs. Oui, mais pas longtemps. Non, même, des fois, je me suis contenté des publications. Parce que je voulais quand même une secte qui soit pas grotesque, que du point de vue des croyances. Là, elle est... Enfin, là, elle est assez grotesque dans votre bouquin. Hein. Pas tant que ça, parce qu'après tout, le fait que la chose la plus difficile à avaler, c'est que l'origine de la vie soit création par des extraterrestres. Bon, c'est... Dur, oui. Mais non, c'est pas... C'est une thèse qui a circulé dans les milieux scientifiques, que compte tenu des conditions atmosphériques, en fait, ça pouvait être une spore venue d'une autre planète. Mais vous y croyez pas. Mais j'en sais rien, je vous dis. Non, mais si la science me dit de manière rationnelle, non, la vie n'est pas née sur Terre, c'est
C'est pas possible, les conditions n'étaient pas... Mais la science, ça n'existe pas. Il y a des bouffons, il y a des menteurs, on l'a bien vu. Là, ce type qui avait inventé la théorie de l'eau, etc. Écoutez, bon, au nom de la science. Je peux pas tout contrôler moi-même. Il y a des procédures de vérification, il y a des revues scientifiques, il y a des comités. Je suis obligé de faire confiance à un moment donné. De même, j'ai pas Vous êtes précautionneux quand même par rapport à tout ce qui se raconte et tout ce qui circule dans la science. Un petit peu, j'essaye de suivre l'avis le plus autorisé. Mais c'est quand même une des choses que l'humanité a mis le mieux au point. Enfin, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui se livre à une fraude, à ma connaissance, c'est démasqué rapidement, quoi. Il y a des revues, il est grillé scientifiquement. Enfin, il fait pas une deuxième communication sur le même sujet. Ou bien alors il passe effectivement dans des trucs sur les mémoires de l'eau, avec des... Enfin, il y a un circuit... Il y a un circuit officiel, pas de la science, auquel je fais confiance. Et pourquoi, chez vous, ce besoin ou cette nécessité d'expérimenter ce que vous allez écrire? L'histoire de la grosse bagnole, vous voulez acheter, l'histoire du lieu où vous habitiez, que le narrateur Daniel décrit, vous y avez habité, l'histoire de la secte, comme vous dites, vous avez fait un casting de secte. Est-ce que vous avez un côté documentariste? Oui, j'ai un petit côté, je sais bien que Zola est mal vu de nos jours, à tort. C'est un auteur certes inférieur à Balzac, mais qu'on sous-estime un peu trop de nos jours. Donc il y a un côté comme ça chez moi. C'est plus ou moins marqué. Hein. Bizarrement, j'ai plus besoin des lieux. J'avais besoin de voir Lanzarote. Enfin bon, là non, parce que j'avais déjà fait un petit livre, Lanzarote. Mais j'ai besoin d'être sur place. Il y a des choses où j'ai besoin, par exemple, la sensation d'une voiture puissante roulée sur l'autoroute, j'avais besoin de la connaître physiquement. Pour d'autres choses, les gens seraient terriblement déçus. Hein. Par exemple, pour revenir en arrière, les boîtes échangistes dans les particules élémentaires, hein, ou les prostituées en Thaïlande, c'est beaucoup plus efficace d'aller dans un bar et de parler aux hommes. D'aller au bar et les gens vous racontent leur vie facilement. Et en une heure de séjour, vous en savez plus que une heure de séjour dans un bar, quand les gens ont un peu bu. Vous avez appris autant de choses qu'en 3 mois d'expérimentation personnelle. Je voudrais terminer par la reproduction de ce tableau que vous connaissez, oui, qui s'intitule « L'origine du monde ». On y pense, on y a pensé, après avoir lu la possibilité d'une île. Bon, là aussi que Courbet est un peintre honnête, hein, il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens, mais non, pour moi l'émotion n'y est pas. L'émotion réelle, hein, Je suis désolé, mais je pense que c'est la peinture en elle-même qui est limitée, là. Vraiment, 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 la littérature est la seule chose pour ça. Mais qu'est-ce que le sexe d'une femme? Bon, à part le titre du tableau de Courbet, c'est... Bon, ça joue, hein. Ceci dit, le fait qu'effectivement ce soit l'origine du monde. Et c'est vrai que si ça cesse de l'être, si utérus artificiel, etc., l'émotion perdra une de ses dimensions. Moi, je sais pas, il y a beau... Je ne vais pas fournir une seule réponse, parce que je crois à toutes, hein. Je crois aussi à celle qui est développée dans les percus élémentaires, cette histoire de corpuscules de Krause, de sensations purement tactiles, extrêmement violentes. Donc il y a la dimension symbolique, bien résumée par le titre L'origine du monde. Il y a la dimension de pur plaisir, tactile. Il y a la dimension affective, hein, de retour à un endroit où on est bien.
tout ça se superpose. Et pour insister encore peut-être lourdement, c'est pour ça que c'est un sujet trop compliqué pour un autre art que la littérature. Merci Michel Houellebecq. De rien, je sais bien, moi j'aime bien, un peu plus plaisir de faire une chose un peu longue. Oui.